notre invité politique ce matin, c'est Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de la France Insoumise du Nord. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien de Ouest France. On commence par la crise sanitaire, Adrien Quatennens, et ce nouveau tour de vis, ces mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid. Dès ce matin, elles entrent en vigueur, notamment à Paris et dans la Petite Couronne. Elles ont été annoncées hier par le préfet de police et par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Est-ce que vous approuvez ce changement de méthode? Est-ce que c'est bien de laisser la main aux élus locaux? Écoutez, on voit que les indicateurs sanitaires se dégradent fortement. Et moi, je me rappelle qu'à l'aube du déconfinement, nous avions dit, et c'est Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale qui avait prévenu, il avait dit il faut ne pas reproduire les erreurs de la première vague en cas de seconde vague. Il faudra planifier, il faudra organiser. On a quand même, à mon avis, vous et moi, le sentiment, quand on regarde ce qui est fait par le gouvernement, d'un pilotage, si on peut appeler ça un pilotage, au jour le jour, d'une forme d'improvisation qui, de mon point de vue, met en difficulté l'essentiel, c'est-à-dire le consentement aux consignes qui sont données. Moi, je crois que les Français sont dans leur majorité disciplinés, qu'ils appliquent les consignes sanitaires, qu'ils comprennent que c'est pour se protéger soi, protéger les autres, protéger ses proches, mais que pour qu'il y ait consentement aux règles, il faut que les règles soient comprises, il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient concertées. Et aujourd'hui, les Français interrogent le bien fondé de certaines décisions. C'est vrai que quand on voit qu'on va fermer des établissements à Paris, quand on va au même moment en réouvrir à Marseille, quand on voit qu'on peut chaque matin s'entasser, et franchement, il faut le voir, dans des proportions considérables dans les transports en commun, mais qu'on ne pourra plus aller dans un bar, très franchement, les gens s'interrogent et ils ont raison. Et moi, je vois que les professionnels des secteurs impactés sont les premiers à signifier avec vigueur au gouvernement leur disponibilité pour établir des protocoles sanitaires parfois très exigeants, comme ça se fait dans les restaurants. Donc, c'est vrai que parfois, il y a un deux poids, deux mesures, selon le secteur d'activité, selon l'activité tout court, qui fait que finalement, les Français comprennent plus très bien. Or, ne pas comprendre face à une épidémie dont on nous dit qu'elle va durer, ça peut être problématique pour l'essentiel, limiter la circulation du virus. On entend bien ce que vous venez de dire, mais vous n'avez pas répondu à la question. Le couple préfet-maire pour gérer la pandémie, c'est une bonne idée, c'est un bon échelon ou pas? Dès lors que les règles sont concertées, y compris avec les acteurs de terrain, par exemple les professionnels des secteurs impactés, ça peut être un échelon effectivement opérationnel, à la condition qu'il y ait de la concertation et pas qu'on arrive, comme ce fut le cas à Marseille, 24 heures avant en disant tout est fermé, avec les effets qu'on voit derrière. C'est que les gens se posent des questions. Comment ça se passe à Lille, par exemple? Vous, en tant que député, vous êtes consulté, vous êtes associé ou pas du tout? Oui, bien sûr. Nous avons des informations de la préfecture qui nous arrivent extrêmement régulièrement. Nous avons des échanges avec l'exécutif c'est suffisant local. C'est bien. Vous avez un bon niveau d'information? Du point de vue de la circulation de l'information, oui, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on est aussi très attentiste à Lille. Je sais que Martine Aubry a été reçue la semaine dernière par le Premier ministre et le ministre de la Santé, et que pour le moment, on est dans une situation qui est assez proche de la situation parisienne, mais on croise les doigts de ne pas en arriver à la même situation, c'est-à-dire au passage au seuil d'alerte maximale, qui veut dire par ailleurs que le virus circule dans des proportions importantes. Et du coup, par exemple à Lille, donc un exemple très concret, est-ce qu'il y a des aménagements très spécifiques qui ne correspondent pas à ce qui se font dans d'autres villes qui sont placées aujourd'hui en zone d'alerte renforcée? Non, les protocoles sanitaires, y compris dans les établissements, sont à peu près les mêmes partout. Regardez l'exemple des restaurants, c'est assez clair. Si vous y allez, vous voyez ce qui est fait, le respect de la distance entre les tables, le fait qu'on limite la circulation au sein des établissements, qu'on porte le masque quand on quitte sa table. Bon, des choses qui, en tout cas, moi, me donnent le sentiment plutôt d'être en sécurité dans ces établissements. Vous avez un regard particulier ou une inquiétude particulière sur la situation des universités, notamment, puisque à partir d'aujourd'hui, les amphis, les BU, les restos U, il doit y avoir moitié moins d'étudiants dans ces lieux. Est-ce que ça va avoir un impact sur les études? Évidemment que ça aura un impact. Moi, j'observe effectivement l'impact qu'il y a sur toute une génération qui a d'abord subi les effets du confinement, y compris à l'école, dans l'enseignement, qui va aussi subir les conséquences d'une crise sociale qui est un véritable tsunami du point de vue de l'emploi. 800 000 jeunes sont arrivés sur le marché du travail en cette rentrée, dans un contexte où le chômage s'accroît de manière considérable. Donc oui, je peux m'inquiéter pour cette génération et je pense qu'il y a beaucoup de solutions, y compris en termes de relance économique, qui ne sont pas à la hauteur que le gouvernement met en place. Les mesures pour les jeunes, spécifiquement, dans le plan de relance, sont insuffisantes pour vous, notamment la prime à l'embauche de 4 000 € pour les jeunes de moins de 25 ans, ça, c'est pas une bonne idée? Ça me paraît très insuffisant et surtout, on voit qu'il n'y a pas de traduction directe entre, par exemple, certains contrats d'apprentissage qu'on a extrêmement développés et l'embauche derrière. Moi, j'en sais quelque chose, j'ai été moi-même apprenti. Et je peux vous dire que dans la promotion dont je faisais partie, le taux d'embauche des apprentis qui se sont investis pendant 2 ans dans une entreprise, il n'est pas du tout garanti. Donc,
c'est une solution, disons, à très court terme. Et moi, je pense qu'on pourrait faire bien d'autres choses, notamment pour relancer véritablement l'emploi et l'activité. Je pense qu'ils sont là, les vrais sujets. Et je vous le dis, ce n'est pas en faisant pleuvoir des milliards sans vision stratégique, sans contrepartie et sans cohérence de la part du gouvernement avec ce plan de relance qui est en quelque sorte une sorte de crédit d'impôt compétitivité emploi géant. Or, maintenant, on connaît les bilans du CICE et c'est catastrophique en point de vue de création d'emplois. Je crois que ça n'est pas suffisant, mais peut-être qu'on va parler d'économie juste après. On va en parler dans quelques secondes. Juste une question, puisqu'on apprend à l'instant selon... Excusez-moi, juste une chose à laquelle je pense. On a eu pendant toute la première vague le problème des masques. Ils étaient indisponibles et donc on nous disait qu'ils étaient faussement protecteurs, voire inutiles. C'est même M. Édouard Philippe lui-même, le Premier ministre, qui disait cela. Aujourd'hui, il y a du stock, l'épidémie dure. L'obligation du masque s'est étendue quasiment partout. Je redemande au gouvernement, séance tenante, de procéder à la gratuité du masque. On demande de le changer plusieurs fois par jour. Pour une famille avec 2 enfants, c'est un budget mensuel de un peu plus de 200 €. Ça n'est pas tolérable. Il faut la gratuité des masques. Et j'observe que désormais, à l'hôpital public, on me dit que maintenant, on n'a plus de problème pour se fournir en masque. Mais figurez-vous qu'on a un autre problème maintenant, c'est les gants. On m'a expliqué que pour avoir une boîte de 100 gants jetables à l'hôpital, parfois maintenant, il faut attendre 10 jours pour la recevoir. Donc j'observe encore une fois... Dans tous les hôpitaux Dans beaucoup d'hôpitaux, apparemment, je ne pourrais pas généraliser, mais il y a un vrai problème, on peut le creuser, il y a un vrai problème avec les gants et il faut effectivement y travailler. Donc j'observe une chose, c'est que le gouvernement, visiblement, n'a pas tiré les enseignements de la première vague, entre guillemets, et qu'il n'a pas planifié, qu'il n'a pas organisé, qu'il pilote au jour le jour dans une forme d'improvisation qui, je le crois, nous met en danger. Dernière question sur cette crise sanitaire, puisqu'on apprend, selon une étude de MSF, que plus d'une personne sur 2 en grande précarité est infectée par le Covid en Île-de-France. On imagine que ça vous inquiète ? Mais évidemment, il y a un lien entre des situations sociales terribles qu'on a pu voir, y compris au printemps dernier, et la circulation de l'épidémie, c'est très clair. Moi, je m'inquiète, par exemple, que dans le plan de relance du gouvernement, il y ait si peu pour soutenir les plus précaires. 0,8% du budget sont consacrés à l'aide directe aux plus démunis. Ce n'est rien. Vous avez vu ce rapport du Secours populaire la semaine dernière, qui est désastreux. La situation de la pauvreté dans notre pays est à un niveau qu'elle n'a jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. On parle de cela. Le Secours populaire a vu pendant la période du confinement 1 200 000 personnes, alors que sur toute l'année 2019, c'était 3 millions. Et ils nous disent que 45% des personnes qui sont venues solliciter l'aide du Secours populaire étaient inconnues de ces services. Et moi, je veux dire une chose, c'est qu'il y a un lien entre l'extension de la pauvreté. La France est un pays riche dans lequel il y a 10 millions de pauvres. Et il y a un lien entre l'extension de la pauvreté et l'hyperaccumulation entre quelques mains. Parce que de la même manière que je vous dis que la pauvreté s'est étendue pendant cette période, vous avez peut-être vu ces chiffres ahurissants qui montrent que sur la même période, celle du confinement, de mars à mai, les 25 plus grandes fortunes du monde ont accru leur fortune entre mars et mai de 255 milliards d'euros, 13 000 € par seconde. Vous savez, c'est comme le disait le poète, Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Et ça, je crois que c'est un vrai sujet qu'il faut aussi traiter, le partage des richesses. Et justement, on va parler de ce plan de relance. Vous êtes assez critique, en tout cas, dans ce que vous nous dites. Il arrive avec le budget qui arrive à l'Assemblée lundi prochain. Est-ce que quand même, ce plan de relance, vous vous dites, bon, c'est mieux que rien, on va les voter quand même, ces mesures? Non, parce que regardez un peu la philosophie générale. Bon, d'abord, on nous dit qu'il y a 100 milliards. C'est un effet d'affichage. Beaucoup de ces milliards ont déjà été dépensés lors des précédentes lois de finances rectificatives, d'une part. Surtout, on nous dit qu'il y a 40 milliards qui doivent arriver de l'Union européenne, donc je vous le dis tout de suite, on n'est pas prêt de voir la couleur, parce qu'en réalité, non seulement la France, compte tenu du niveau auquel elle est contributrice au budget européen, dans cette affaire, elle va devoir payer davantage qu'elle ne va recevoir. Mais surtout, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, l'a confirmé, il nous a bien expliqué que ces 40 milliards étaient en quelque sorte conditionnés, plus ou moins, en tout cas c'est ce qu'il dit, à des réformes structurelles. Et parmi les premières réformes qu'il cite comme réforme structurelle, il y a la réforme des retraites. Si on pense que dans un tel contexte social il n'y a pas vraiment de chômage, conditions ce plan de relance, c'est pas exactement regardez de très lié. près. Vous voyez, tout le monde conteste cette idée, mais c'est Bruno Le Maire lui-même qui nous a expliqué qu'il y avait des conditionnalités au déblocage, le fait que la Commission européenne regarderait que les États appliquent des réformes structurelles. Et la première que le gouvernement décide de citer dans le lot de ces réformes structurelles, c'est la réforme des retraites. Je reviens sur les 100 milliards qui paraissent être beaucoup. On va revenir sur la dette et les déficits. Mais c'est la philosophie générale de ce plan de relance qui ne fonctionne pas. Je le disais, c'est un CICE géant. Le CICE, qu'est-ce que c'est? C'était le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi. Il en a coûté 20 milliards d'euros par an aux contribuables français pendant 5 ans. Tiens donc, ça fait 5 milliards. Ça fait 100 milliards. Vous vous souvenez qu'à l'époque, quand François Hollande l'a instauré, le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, portait un petit pins qui voulait nous vendre 1 million d'emplois. 1 million d'emplois dont nous n'avons jamais vu la couleur.
Au contraire, c'est plutôt 1 million d'euros de dépenses publiques par emploi créé, compte tenu de ce que le CICE a créé comme emploi, environ 100 000. Pour une raison simple, faire pleuvoir des milliards sans contrepartie, sans vision stratégique, sans planification, ne crée pas de l'activité. Et ce que l'on vérifie actuellement, à l'aune de cette crise sanitaire, c'est que bien sûr, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, qu'il faut soutenir. Des TPE, des PME, des artisans, des commerçants. Mais que voyons-nous par ailleurs? Des profiteurs de crise, des grandes entreprises qui ont les reins solides, qui ont touché à plein régime pendant des années d'aide publique et où la courroie de transmission est allée directement des poches du contribuable français aux poches des actionnaires. C'est le cas des Bridgestone, c'est le cas des Auchan, des Cargill et toutes sortes d'entreprises. Et je vous invite à aller voir le site qu'a réalisé un syndicat, stoplicenciement.fr. C'est une hécatombe sociale sur le dos de ces salariés. On va parler de Bridgestone, mais sur ce budget qui a, c'est vrai, des chiffres hors normes, hein, il y a plus de 6% de déficit, 116% de dette. Est-ce que vous dites c'est pas grave, c'est le contexte, c'est la crise qui veut ça, ou est-ce que quand même vous dites c'est un vrai problème d'avoir de tels chiffres de la dette et du déficit? Alors, je vous dis une chose très claire, et je vais droit au but. Avant même cette crise sanitaire, les dettes des États étaient déjà impayables, et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, parce qu'elles ont augmenté dans des proportions considérables, quelques personnes et quelques libéraux qui étaient pas d'accord avec cette idée le disent eux aussi. Il y a donc des solutions tranquilles, pacifiques, pour solder ce problème. Parce que je vous le dis, quand le gouvernement, y compris encore par la voix de Bruno Le Maire, nous explique que l'avenir du pays, ça va être de rembourser la dette par la croissance et la production, c'est à rebours de tout ce qu'il convient de faire, notamment face au grand défi qui se présente devant nous, celui du changement climatique irréversible. Il va falloir investir en plus considérablement pour solder ces grands défis. Donc il y a une solution tranquille, qui a été d'ailleurs réalisé outre-Manche. On a vu le Trésor britannique, ce qu'il faisait, ce que faisaient les Américains avec la Fed. Il faut que la Banque centrale européenne rachète directement aux États les titres de dette et elle peut les classer, c'est un peu technique, pardon, dans ce qu'on appelle la dette perpétuelle. Comme ça, l'économie repart sur d'autres bases, c'est notre souhait, et ensuite la dette s'efface au fur et à mesure. Si ce que nous disons aux générations suivantes, c'est vous allez devoir payer la dette, je vous dis tout de suite, tous les objectifs que nous devons atteindre en matière de changement climatique, en matière de relance de l'activité, ne seront jamais atteints. Et si la BCE ne le fait pas, alors qu'est-ce qui se passe? Si les objectifs sont jamais atteints, etc. Pour vous, le scénario, c'est quoi quand on s'endette à ce point? Et si on ne peut pas rembourser? Mais c'est que de toute façon, comment ça se termine? Mais tout le monde sait que ces dettes sont impayables. Donc la solution que je propose, c'est la seule solution qui soit en quelque sorte que nous proposons. Elle est pacifique, elle est tranquille. Sinon, quelle autre solution pour effacer les dettes? Vous en connaissez? Il y a par exemple les guerres. Moi, franchement, je ne le souhaite pas. Il y a des situations qui sont catastrophiques. On peut faire les choses tranquillement. Soit on la classe en dette perpétuelle, soit on condamne les générations futures à devoir simplement travailler pour... vous en connaissez une? Moi, non. Non, mais ça veut dire que le discours sur justement on va rembourser, on va nantir la dette, c'est-à-dire qu'on va la rembourser à très long terme et on la paiera sur les fruits de la reprise économique, vous n'y croyez pas un seul instant? Absolument pas. Compte tenu, y compris, du principal danger que nous avons devant les yeux, le changement climatique. Voyez la situation que nous connaissons actuellement de phénomènes météorologiques extrêmes dans le sud-est ou en Bretagne. Nous le savons, les scientifiques le disent, ce type d'événement est appelé à se multiplier. Donc ce sont des solutions d'entraide, de planification, ce sont d'autres valeurs qu'il s'agit de mettre au sommet de la hiérarchie des normes. Nous pouvons le faire, notre pays a tous les atouts pour le faire, mais certainement pas avec pour objectif de rembourser une dette par la croissance économique, c'est-à-dire simplement d'utiliser le vieux logiciel. Vous parlez beaucoup de planification, c'est un terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises depuis le début de l'interview. C'est vous, si vous aviez eu à gérer ces 100 milliards, qu'est-ce que vous auriez créé comme conditionnalité? Comment vous l'auriez planifié? Comment est-ce que vous auriez utilisé cet argent? Alors c'est marrant parce que vous aviez un pendant la campagne, plan à faire. On l'a présenté justement, hein, et j'invite toutes celles qui nous écoutent. Vous pouvez nous en donner les grandes lignes? Bien sûr. Pour l'essentiel, ce que nous disons, 100 milliards, c'était la somme que la France Insoumise se proposait dans la dernière campagne présidentielle d'injecter dans ce que nous appelons la planification écologique. Donc l'échelle de valeur est la bonne? Oui, mais après c'est ce qu'on en fait, et puis surtout le fait qu'il y a une part de ce budget, je viens de le dire, dont a priori on n'est pas prêt de voir la couleur, ou qui est conditionnée au fait que nous fassions des réformes que nous ne voulons pas et que les Français d'ailleurs refusent également. Notre plan de déconfinement économique pour une bifurcation écologique, nous l'avons proposé il y a quelques mois, il est toujours, on peut toujours le trouver sur le site internet de la France Insoumise. C'est un document assez épais, mais je vais le résumer en peu de mots. En gros, notre idée, c'est nous ne renonçons pas au plein emploi malgré ce contexte. Et nous voyons deux grands objectifs. D'abord, face au chômage de masse, nous disons qu'il faut diminuer le temps de travail. Et nous voyons que du côté allemand, le puissant syndicat de la métallurgie allemande a mis ce débat en circulation. Il faut assumer de dire qu'il y a un problème de création d'activités pérennes, qu'il existait déjà avant la crise sanitaire. Vous savez par exemple qu'avant le Covid, 80% des embauches qui étaient réalisées dans notre pays, 80% étaient des embauches en contrat court. Des contrats parfois de moins d'un mois, parfois de moins d'un jour, qui font que de manière très
rapide, vous sortez des statistiques du chômage, mais la réalité sociale n'est pas profondément modifiée. Donc assumons de dire que face au chômage de masse, partager le temps de travail est une solution raisonnable, sérieuse, pour pouvoir créer de l'activité. Et ensuite, en gros, c'est travailler moins pour travailler mieux et travailler tous. Voilà l'objectif. Et ensuite, c'est de dire que nous voulons effectivement, face au changement climatique irréversible, engager une bifurcation écologique par la planification. Et je vous demande de réfléchir un court instant. Monsieur Castex nous promet en 2021 160 000 emplois avec son plan de relance de 100 milliards. Je crois que c'est beaucoup trop cher et qu'on peut créer de l'emploi à moins cher que ça. Si vous regardez ce que nous proposons dans la planification écologique, je cite quelques exemples, la transition de notre modèle agricole, passer d'une agriculture intensive en chimie et industrielle à une agriculture paysanne relocalisée, l'économie de la mer, la transition énergétique, les transports, ce sont des choses non seulement passionnantes à faire, enthousiasmantes, je le crois, mais surtout qui permettent de relever le défi climatique et de créer de l'emploi. Les 4 secteurs que je viens de citer, on a chiffré ce que l'on pourrait créer avec la planification écologique à 1,5 million d'emplois. Admettez que c'est beaucoup plus que les 160 000 proposés par M. Castex. Un dernier mot là-dessus sur Bridgestone. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a eu une marche, 1400 personnes qui ont marché dimanche pour s'opposer à la fermeture de cette usine de Bridgestone à Béthune. C'est dans votre région. On en est. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur ce dossier? Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut? Il y a une discussion qui est prévue en ce début de semaine, une nouvelle discussion. Vous savez, sur Bridgestone, il faut nommer les choses simplement. À quoi avons-nous affaire? Nous avons affaire à une délocalisation intra-européenne avec les aides et la bénédiction de l'Union européenne et de l'État français. Puisqu'en effet, que s'est-il passé? Bridgestone, le groupe japonais, a décidé d'abandonner le site de Béthune, de sous-investir et d'investir dans le même temps en Pologne et en Hongrie, avec les aides et les subventions de la fameuse Europe qui protège, comme l'a dit Emmanuel Macron, pendant que de l'autre côté, il rayait d'un trait de plume le site de Béthune. Voilà, donc il faut dire les choses. Et quand j'entends M. Castex, sur une chaîne de grande écoute, il y a quelques jours en prime time, nous dire que le problème de Bridgestone, c'est que le groupe aurait mal investi, je lui dis, M. Castex, vous faites une erreur fondamentale. Si vous vous situez du point de vue des actionnaires de Bridgestone, ils ont parfaitement agi. Ils ont investi en Pologne avec les aides de l'Europe et abandonné un site qu'ils ont voulu laisser de côté. Et c'est tout bénef pour les actionnaires. Donc moi, en fait, si vous voulez, dans ces dossiers qui s'accumulent sur mon bureau, dont les noms changent, Auchan, etc., mais dont les recettes de cuisine qui sont appliquées à ces salariés sont exactement les mêmes, j'en ai marre, je le dis, j'en ai marre de voir l'État avec sa sébile en train de déplorer et de demander la petite pièce à des groupes qui sont par ailleurs extrêmement riches et de voir l'État complice ou à minima organiser son impuissance. On peut faire des choses, je cite des exemples parce que je vais être concret, l'État peut refuser des plans de licenciement si la motivation économique n'est pas fondée. Il peut refuser de les homologuer par la voie de la directe. L'État devrait, dans la loi, exiger désormais qu'il y ait des contreparties sociales, environnementales aux aides qui sont versées, par exemple dans le futur plan de relance. Et quand des entreprises sont prises la main dans le sac d'une courroie de transmission qui va directement des caisses de l'État aux poches des actionnaires sur le dos de salariés licenciés, nous devrions exiger le remboursement et cet argent devrait être réinvesti pour le maintien dans l'emploi. Voilà, j'en ai assez que l'État organise son impuissance et sa complicité face à des groupes qui franchement ne méritent pas autre chose que d'être mis au diapason par l'État français. Allez, on va continuer à parler de votre région, mais sur un autre sujet, on va parler des régionales, Stéphane. Est-ce que vous aurez des candidats dans toutes les régions et quelles sont vos intentions pour la région Hauts-de-France ? Alors, notre feuille de route nationale est assez claire. Les Insoumis ont voté pour un texte qui propose de s'adresser à toutes les formations politiques qui sont en rupture claire avec la politique de M. Macron et son gouvernement. Pour faire clair, nous avons adressé un courrier à l'ensemble des formations de gauche, en dehors du Parti socialiste. Non pas que nous ne voulions absolument pas discuter avec des socialistes, mais nous observons à l'échelle du pays, et y compris dans tous ces secteurs... Pour vous, il n'y a pas de rupture claire de la part des socialistes. Écoutez, je vais vous dire une chose, on parlait de Bridgestone à l'instant, allez voir les salariés de toutes ces entreprises, et vous verrez que la plaie du quinquennat précédent, on peut le déplorer, elle est encore très présente, notamment sur le CICE. Pour répondre à ma question, vous aurez des candidats dans toutes les régions ? On est en train d'organiser le fait d'avoir des chefs de file partout, mais nos chefs de file savent que nous recherchons des accords nationaux avec d'autres formations politiques, sur une base programmatique qui est claire. Nous voulons instaurer à l'échelle des grandes régions un bouclier social et sanitaire. Nous voulons engager avec les moyens des collectivités la bifurcation écologique à l'échelle de ces territoires. Et nous voulons aussi
démocratiser ces collectivités qui, pour beaucoup de nos concitoyens, ne représentent pas grand-chose. En clair, vos chefs de file sont prêts à ne pas être tête de liste? Évidemment, c'est une condition et dans toutes les assemblées générales de la France Insoumise du moment, c'est ce que nous faisons. Maintenant, j'observe que dans la discussion pour obtenir un cadre national, la France Insoumise, qui met beaucoup sur la table de souplesse auprès de ses partenaires potentiels, rencontre parfois quelques crispations et quelques volontés hégémoniques qui, à mon avis, ne sont pas à la hauteur du moment. Nous savons qu'à gauche, nous avons des désaccords, mais je pense que certains de ces désaccords ne sont pas traités dans le cadre des départementales régionales. Donc, dans beaucoup d'endroits, on devrait pouvoir discuter. Vous avez cité les Hauts-de-France. Moi, je pense par exemple que dans les Hauts-de-France, ça fait 5 ans désormais qu'on a un face-à-face entre l'extrême droite de Mme Le Pen et la droite de M. Bertrand, un face-à-face qui, objectivement, a fait perdre beaucoup de temps à la région. Le volontarisme affiché de M. Bertrand sur l'emploi n'a pas produit les effets qu'on pouvait en attendre. Et en matière écologique, par exemple, ça a été un recul impressionnant. Donc je crois effectivement que les différentes forces qui sont présentes, avec bien sûr les associations, les syndicats, les ONG, les collectifs citoyens, devraient pouvoir, et c'est le sens de l'appel que nous avons créé, se fédérer. Nous avons appelé à une fédération populaire pour les Hauts-de-France. Et d'ailleurs, on peut signer cet appel et le retrouver sur le site internet que nous avons lancé ce week-end, qui s'appelle Hauts-de-France-Populaire au pluriel.fr. Et ce face-à-face dont vous parlez entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen, je schématise, il a lieu parce que la gauche s'est retirée en 2015 pour empêcher la victoire du Front National. Est-ce que si la situation se reproduit en mars 2021, la gauche se retirera à nouveau, ou cette fois, vous dites, on se maintiendra coûte que coûte? Ce qu'il faut d'abord souhaiter avant tout, c'est que la gauche ne soit pas en situation de devoir procéder à cela et qu'elle soit suffisamment forte pour faire son retour dans ce conseil régional. Voilà. Je pense que, vous savez, ce qu'on voit scrutin après scrutin, surtout, et je trouve que trop de formations politiques n'en tirent pas de conclusion, c'est l'abstention grandissante. On l'a vu aux dernières partielles, parfois 90% d'abstention. Il y a des bureaux de vote où vous pouvez être en tête avec un résultat en valeur absolue qui vous permet même pas d'être délégué de classe dans une école. Vous voyez, non, mais c'est pour vous dire un peu le niveau d'abstention. Donc ça, c'est considérable. Et pour nous, ce que nous disons... Si la situation se produit, si un face-à-face entre Xavier Bertrand laissez-nous d'abord, s'il vous plaît, faire en sorte que la situation ne se produise pas. J'en ai assez de cette fatalité aussi. Alors, je crois qu'il y a une nécessité à mobiliser parce que l'abstention, vous le savez, touche en particulier les jeunes, les employés, les ouvriers, les milieux populaires. On en a assez des élections sans le peuple. Ça devient un suffrage censitaire, les élections. Donc il faut agir pour lutter contre et la France Insoumise se dote de méthodes pour le faire. Et justement, dernière question sur la place que vous allez occuper, Stéphane. Alors la place que vous avez occupée, mais j'avais une autre question en fait. Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il annoncerait s'il serait candidat ou pas à la présidence de la République en octobre. On est en octobre, des nouvelles ? Il avait dit effectivement qu'il prendrait une décision. Il y a une décision. Vous la connaissez, sa décision ? Écoutez, on avance vers la prise de décision, mais il y a une décision qui est politique et il y a une décision aussi qui est personnelle. Et je vous demande de l'entendre. Une campagne présidentielle, surtout dans le contexte que l'on a, c'est assez violent. Maintenant, j'observe une chose. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il se sentait une vocation de candidat commun. Et j'observe au vu des sondages, même si un sondage à 18 mois d'une présidentielle, il faut toujours le prendre avec beaucoup de pincettes, mais j'observe qu'il est plutôt bien placé pour jouer ce rôle. Et donc j'interroge nos partenaires une bonne fois pour toutes. Puisque vous ne cessez de raconter qu'il faut à tout prix un candidat commun à gauche, quel est le problème avec Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi pas lui ? Quel est le problème avec le programme de la France Insoumise ? Parce que souvent on discute dans le vide. Mais nous avons un projet à mettre en discussion. Et nous ne disons pas à nos partenaires, c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas vrai. Mais l'avenir en commun, ce programme, répond de notre point de vue à beaucoup des enjeux. Il a recueilli 7 millions de voix à la dernière présidentielle. Discutons-en. De quel chapitre voulez-vous parler ? Quelles sont vos contributions ? Que peut-on améliorer ? Mais à un moment donné, je crois, y compris que ce qui se dégage au vu des sondages permet de dire que oui, Jean-Luc Mélenchon serait un bon candidat pour réaliser cette tâche. Et surtout dans les milieux populaires qu'il va falloir mobiliser. Je ne sais pas si beaucoup des noms qui font couler beaucoup d'encre en ce moment vont pouvoir mobiliser, mais je sais que dans ces milieux-là, le nom de Jean-Luc Mélenchon évoque quelque chose et est une force propulsive. Et l'autre dernière question, est-ce que vous êtes candidat pour les régionales pour mener ce combat à gauche à titre personnel, non, moi je ne le suis pas, mais mon collègue Bernalicis a signifié sa disponibilité, bien qu'encore une fois, nous discutons avec toutes les forces en présence. Et notamment avec Fabien Roussel et Patrick Caner. Et notamment avec Fabien Roussel, effectivement. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous.